bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux à cette comète. Alors, c'est ma première comète que je fais chez Extia. Alors, pour me présenter, moi, c'est Clément Sonner. Je suis arrivé il y a 3 mois chez Extia. Même si je suis en Suisse, je viens de France. J'ai passé mes 3 dernières années à Paris. Pour mon historique, j'avais travaillé chez IBM avant de venir chez Extia. J'avais travaillé dans l'industrie 4.0, l'IoT et la blockchain. Et j'ai fait aussi ma thèse de fin d'études sur ce métier, notamment tout ce qui touche à la cryptographie et les NFT, le Web 3.0 en général. Et du coup, une fois que je suis rentré chez Exia, j'avais parlé que je présentais ces sujets parce que j'étais aussi maître de conférences dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Et Exia m'avait proposé de présenter le sujet du métaverse, vu que c'était un de mes sujets de prédilection, vu que je travaille là-dessus, dans mon cadre de IBM et la fin de mes études. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous présente ce concept. Alors ça va être un concept d'introduction, je vais pas trop rentrer dans certains détails, c'est plus une culture générale. Comme ça, dès que vous entendez le concept de métaverse, vous n'avez pas une musique d'ascenseur dans la tête et comme ça, vous pourrez avoir des discussions avec vos collègues ou des clients. Voilà. Donc, pour l'introduction, je vais faire déjà une introduction sur les concepts de base qui sont utilisés dans le métaverse, que j'essaie pour développer. Donc, je vais principalement parler des outils de blockchain, de smart contract et de Web 3.0. Je suis obligé de passer par cette partie parce que pour parler ensuite des concepts fondamentaux du métaverse et du coup de l'économie qu'il y a dedans, on est obligé de comprendre certains éléments qui existent. Donc, la blockchain ou Web 3.0. Parce qu'aujourd'hui, le métaverse, il se construit là-dessus. Et ensuite, pour la dernière partie, je vais montrer quelques cas d'usage. C'est une partie très courte parce que je vais vraiment passer beaucoup de temps à vous présenter les éléments. Alors, petit disclaimer, je vais vous présenter quelque chose pour vous prévenir. Le métaverse, n'attendez pas quelque chose que ce soit en mode Ready Player One avec beaucoup de 3D. C'est un angle différent que je vais vous présenter. Donc, si vous attendez à voir beaucoup de 3D, non, ça va être quelque chose d'autre que je vais vous présenter. Donc, chapitre 1, l'introduction sur les bases de la blockchain et les outils du Web 3.0. Donc, la blockchain est apparue pour résoudre des problèmes économiques il y a un certain moment, là, il y a 10 ans, depuis 2009. Mais pour comprendre pourquoi cette blockchain est arrivée, il faut faire un petit retour dans le passé. Du coup, on va prendre notre DeLorean et on va retourner bien, bien longtemps, au tout début des sociétés humaines, voire même la Mésopotamie. Et pour comprendre l'historique des transactions humaines qu'ils ont amené à avoir ce nouveau système, la blockchain. Donc, l'humanité a commencé en faisant du troc. C'est-à-dire qu'on s'échangeait des pommes contre du blé ou contre des métaux précieux. C'était un système qui était assez efficace parce que une personne, au début, cultivait tout elle-même, mais on s'était rendu compte que si on avait de la spécialisation, en fait, on pouvait être beaucoup plus productif. Mais bon, au bout d'un moment, en vouloir faire une croissance économique dans les premières sociétés, donc à Babylone, on s'est rendu compte que ce serait bien d'avoir un nouveau médium d'échange qui est beaucoup plus efficace. Donc, on a inventé le concept d'argent. Donc, les premiers médiums d'échange, c'était de l'or, des métaux précieux, voire même du sel et des coquillages. Donc, ça permettait de répondre à un besoin de standardisation des échanges. Puis ensuite, plus le temps passe, on s'était rendu compte que les médiums d'échange de métaux précieux étaient pas scalables. Donc, on a inventé les monnaies fiat. Ça veut dire que c'est un système qui donne une valeur arbitraire à un bout de papier et ensuite qui nous permet d'avoir l'équivalent en or ou d'autres métaux précieux. Sauf que du coup, en passant ce système de monnaie fiat, en fait, on avait déjà posé les bases sur la future rupture de confiance qui a donné lieu en fait à l'apparition de cette technologie de la blockchain. Parce que effectivement, les monnaies fiat est un système beaucoup plus efficace pour échanger la valeur, parce que se balader avec son lingot d'or sur soi pour aller acheter une voiture ou simplement aller faire ses courses, c'est pas pratique. Mais il y avait une convenience qu'on a décidé d'accepter et une certaine centralisation de ces moyens d'échange. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que plus le temps passe, il y avait une crise de la confiance, donc qui a commencé où en fait l'argent était, toutes les monnaies du monde ont été adossées sur le dollar à partir des accords de Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, en 1971, quand il y avait Nixon qui avait décidé de désindexer le dollar de l'or, on a eu vraiment la première crise de confiance où le dollar a perdu sa valeur. Alors que pour chaque quantité de dollars, pour avoir un équivalent or, en fait, on s'est rendu compte que le dollar était basé sur du vent, parce que les États-Unis n'avaient plus les réserves d'or. Et en fait, je crois
là, on est arrivé vraiment à la fin de ce système qu'on a vu qui pouvait plus tenir, c'était avec la crise de 2007. Et on parle vraiment de crise de confiance parce que les institutions auxquelles on avait délégué notre monnaie, en fait, ont échoué. On s'était posé comme arbitre pour simplifier les transactions, mais la confiance était rompue parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Donc, suite à cette crise de confiance, il y a un geek du nom de Satoshi Nakamoto sur des forums internet qui s'était posé la question, est-ce qu'on pourrait avoir ce même système de convenience où c'est facile d'échanger de la valeur sur Internet, mais sans passer par des acteurs centralisés à qui on doit faire confiance, parce que cette confiance pouvait être rompue, et effectivement, elle a été rompue. Donc, il a imaginé un concept de monnaie numérique, et il a publié ce qu'on appelle un white paper, ou un livre blanc en français, en 2008, qui s'intitulait Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc, si on traduit depuis l'anglais, ça donne Bitcoin une monnaie d'échange pair à pair électronique. Donc, dans ce white paper, Satoshi Nakamoto a présenté deux nouveaux concepts. Donc, le concept de blockchain et de distributed ledger technology, ou ce qu'on appelle aussi DLT. Et je veux vraiment mettre l'accent sur ces deux éléments parce que c'est ça les piliers fondamentaux d'aujourd'hui du métaverse et du Web3, mais ces deux concepts sont radicalement différents. Donc, quand on parle de blockchain, on a souvent tendance à faire un abus de langage qu'une blockchain est décentralisée, alors que pas du tout. Une blockchain peut être centralisée. D'ailleurs, si vous allez sur AWS, les services de cloud computing de Amazon, ils vous proposent des services de blockchain centralisés où il n'y a qu'une seule instance du réseau. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle une blockchain, c'est juste une liste d'éléments qui sont enchaînés les uns que les autres avec de la cryptographie. Donc, on fait beaucoup cet abus de langage et moi-même, je le fais dans mon métier quand je fais de la blockchain. Mais en vrai, ça n'a rien à voir avec le concept de distributed ledger technology, qui est une façon de répliquer la donnée sur plusieurs nœuds du réseau. Et un DLT n'est pas forcément lié avec une blockchain. Par exemple, si vous prenez les infrastructures d'EDF, ils utilisent des DLT, mais il n'y a pas de blockchain à l'intérieur. Donc, on fait souvent cet abus de langage et juste pour simplifier la vie, on est des êtres humains, tout ce qui nous simplifie la vie, on prend. Mais voilà, pour ce concept, si vous entendez parler de blockchain, la plupart des gens disent pour dire décentralisation, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Donc, il y avait ces deux concepts qui sont apparus, blockchain et DLT. Mais si on fait un peu l'historique et le contenu en fait de comment marchent ces blockchains et distributed ledger technology, c'est pas en fait de la magie. Satoshi Nakamoto n'a pas tout réinventé from scratch en fait. Satoshi Nakamoto n'a fait que agréger plusieurs technologies déjà existantes et combiner pour créer un système de blockchain et de DLT. Donc par exemple, c'est pas pour vous détailler en détail, vous pouvez voir dans la rediff si vous mettrez sur pause pour voir les différents éléments qui existent, mais il a utilisé des éléments comme de signature numérique, de hash et de proof of work. D'ailleurs, petite info, proof of work n'a pas été inventé avec Bitcoin. À la base, c'était un filtre anti-spam pour les serveurs mail. Ça existe depuis les années 90, ça. Donc voilà, c'était juste un agrégateur. Et aujourd'hui, enfin, la blockchain continue d'évoluer depuis 2008. Et Bitcoin aujourd'hui est radicalement différent de ce qu'il était en 2008. Voilà, enfin, pour vous dire, vous pouvez regarder mettant sur pause dans la rediff. Donc, si on peut résumer les bénéfices d'une blockchain, pourquoi je résume ces bénéfices, c'est pour comprendre pourquoi on utilise ces technologies pour construire en fait ce métaverse. C'est que déjà d'un point de vue infrastructure, on a une infrastructure décentralisée. Vous voyez, moi-même, j'utilise l'abus de langage que j'ai décrit tout à l'heure, vraiment ça nous simplifie la vie. Donc cette décentralisation permet de contrer la censure et surtout d'avoir une résilience d'un point de vue de l'infrastructure. Si on a une catastrophe demain et que 90% du réseau tombe en panne, on a toujours 10% du réseau qui sera à même de fournir des services de computation sur la blockchain. Et du coup, avec cette résilience, on peut considérer qu'on a un historique des transactions qui est immutable parce qu'on n'arrivera jamais vraiment en fait à supprimer cet historique. Parce qu'il y a tellement de copies de l'historique de transactions que tout supprimer est en fait impossible. Donc ça, c'est d'un point de vue infrastructure, en orange sur le côté gauche. Et si on regarde du coup d'un point de vue données, du coup en rouge au milieu, on a une plus grande confidentialité des données. Enfin, Bitcoin est ce qu'on appelle pseudo-anonyme. Mais en permettant d'encrypter les données, on peut avoir la confidentialité sur une blockchain. Et aussi, avec les principes de signature numérique, on a une authenticité et une intégrité des données. L'authenticité, ça veut dire qu'on sait qui a émis telle information et pas une autre personne. Et en intégrité, on sait que l'information qui a été émise n'a pas été modifiée, comme on dit tempered en anglais. Ça, c'est au niveau de la donnée. Et du coup, sur la partie droite en violet. Et c'est des concepts que je vais beaucoup réutiliser, surtout quand j'ai parlé dans le chapitre 2 sur l'économie du métaverse. Vu que blockchain remplace les intermédiaires, et ben on a une économie parce que ces intermédiaires, on n'a plus besoin de leur payer des services. On a une transparence qui est beaucoup mieux à la gouvernance et surtout, enfin, la synchronisation est beaucoup plus rapide avec un système de DLT qu'avec des tiers centralisés.
puisqu'on a des crises de confiance, il faut vérifier, alors que là, tout est transparent et on peut vérifier. Donc, aujourd'hui, l'héritage de Bitcoin, il existe plein d'autres crypto-monnaies que Bitcoin. Chacun ont leurs utilités qui se ressemblent plus ou moins les unes avec les autres, dont une que je vais présenter juste après. Et même Bitcoin a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la blockchain n'est plus simplement utilisée pour échanger de la valeur sur Internet, du coup, comme vous avez une transaction avec PayPal, mais vraiment, on peut construire des choses là-dessus. Donc là, je vous ai montré plein de logos, et il en existe plein d'autres. C'est pas ce qu'on appelle des shitcoins, ça veut dire tous ces éléments ont une utilité dans le milieu de l'Internet pour construire en fait ce qu'on appelle le Web 3.0. Et je vais présenter ce concept de Web 3.0 juste après. Bon, une des choses intéressantes qui est arrivée après Bitcoin, parce que Bitcoin, le premier bloc a été miné en 2009, à partir de 2014, il y a une nouvelle blockchain qui est apparue, qui s'appelait Ethereum. Et contrairement à Bitcoin, Ethereum proposait une amélioration que n'avait pas Bitcoin, qui était le concept de smart contract. C'est-à-dire simplement de dire que Alice envoie 10 Bitcoins à Bob sur le réseau, et ben, on pouvait inventer un concept qui s'appelle les smart contracts. Et smart contracts, c'est une façon de programmer la blockchain. Donc, imaginez un code Python, Java ou JavaScript. Au lieu de le déployer sur un serveur Linux centralisé chez Google ou sur un serveur bare metal, vous pouvez imaginer de déployer ce même code Python sur un réseau blockchain, et du coup, ce code, il se retrouve instancié sur les 10 000 nœuds du réseau Ethereum ou plus si sur notre blockchain. Et du coup, peu importe sur n'importe quel des nœuds du réseau on interagit, mais on peut exécuter de façon similaire le même code partout. Et du coup, il y a des fonctions, il y a des variables, il y a des classes, enfin tous les éléments que vous retrouvez dans l'informatique normale. Et aujourd'hui, il n'y a plus que Ethereum qui propose ces services de smart contract. Il y a plein d'autres blockchains, dont peut-être vous avez entendu parler ces noms, Solana, Cardano, Avalanche et Algorand, et plein d'autres encore que je ne vais pas citer parce que la liste est vraiment longue. Et chacune de ces blockchains propose des similarités, enfin plus ou moins pareilles au niveau de la programmation. Chacun son langage, d'autres des langages connus comme Rust et C pour Solana, et des langages spécifiques comme Solidity pour Ethereum. Mais voilà, le but, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive des smart contracts, mais vraiment pour vous présenter ce concept, parce qu'en fait, les smart contracts, c'est ça qui sert à construire le Web 3.0 et ce métaverse. Qu'en fait, le métaverse, on n'a pas forcément envie qu'il soit construit sur des éléments centralisés comme les serveurs de Google ou les serveurs de Microsoft. Donc, ces smart contracts aident à construire ce qu'on appelle le Web 3.0. Mais c'est quoi en fait ce Web 3.0? J'arrête pas d'en parler, mais ce serait bien que je donne une définition. Donc avant que je donne la définition, en fait, déjà je vais vous présenter un peu l'historique de l'Internet comme il est apparu. Au tout début de l'Internet, quand on avait commencé à développer les réseaux TCP/IP où les différentes universités américaines et centres de recherche militaires ont commencé à se connecter les uns aux autres, on a développé des standards du web et du coup on a vu l'apparition du web 1. Donc en fait c'était simplement de la lecture de pages statiques, c'était pour s'échanger en fait des informations brutes. Donc là, on a vu les apparitions de sites comme Wikipédia ou d'autres blogs où c'était juste du read-only, de la consultation d'informations. Et ensuite, avec l'amélioration des technologies et de la bande passante, on a vu l'apparition du Web 2.0. Donc là, on a commencé à parler de plateformes. Pourquoi? Parce qu'on c'était pas seulement consulter du contenu en ligne, mais aussi on pouvait écrire. Donc on a vu l'apparition des systèmes de messagerie comme MSN ou Facebook. Instagram, on peut mettre des photos en ligne. YouTube, on peut mettre des vidéos en ligne. Donc vraiment, on n'a plus ce concept seulement de lecture, mais des utilisateurs participent activement aux ressources de la plateforme. Sauf que aujourd'hui, là en 2022, et même déjà depuis de nombreuses années, ça a commencé en 2016, on a vu la limite en fait de ce Web 2.0. Pourquoi? Parce qu'en fait, les données écrites par les utilisateurs déjà ne leur appartiennent pas. Quand vous mettez en ligne une vidéo sur YouTube ou une photo sur Instagram, elle ne vous appartient pas. Mais vraiment, c'est la propriété intellectuelle de Facebook ou de Google. Donc, ça pose problème déjà d'un point de vue monétisation et d'avoir des revenus sur Internet. Et aussi, il y a un petit problème, c'est que ces plateformes sont extrêmement centralisées. Et c'est vraiment pas désirable parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes de censure avec les GAFAM et qui est vraiment un concept qu'on ne souhaiterait vraiment pas avoir dans le métaverse. Donc, petit à petit, on s'est dit qu'il faudrait tourner vers un Web 3.0 où les utilisateurs en fait, peuvent posséder leurs données et décider de comment ils sont utilisés et qui les consulte. Donc, ce Web 3.0, il ajoute le concept de posséder les données et pas seulement de lire et d'écrire. Je vais passer rapidement sur ce tableau, mais vous regardez la définition sur rediffusion si vous voulez avoir plus de détails. Et du coup, au début, sur Web 1.0, on avait juste du texte statique ou des images. Les Web 2.0, on avait le concept d'application web où on interagit avec des boutons, on lit, on écrit la donnée.
Mais là, on a un changement de paradigme radical. On parle plus d'application web, on parle de decentralized app ou d'e-app et de protocole. Donc vraiment, on change la sémantique de comment on appréhende ça. Et sur l'infrastructure, on ne parle plus du coup de plateforme, mais on parle de réseau et de DAO, c'est-à-dire Decentralized Autonomous Organization. Je vous présenterai plus tard du coup ce que ça veut dire en fait les DAO dans la partie introduction de l'économie du métaverse. Donc pour conclure l'introduction en fait au concept de base qui permet de créer ce métaverse, je vais vous parler du coup sur une slide d'ouverture qui est le futur de l'Internet. Donc, si on imagine le futur Internet, ce serait plus des serveurs centralisés chez Google, chez Facebook, ou même un serveur central dans un garage. On aura une beaucoup plus grande décentralisation. Du coup, avec plusieurs blockchains qui vivent les unes à côté des autres. Si on pose la question, est-ce que l'humanité vivra sur Ethereum ou Solana, je vous répondrai que non. En fait, il y aura plusieurs blockchains qui communiqueront les unes avec les autres. Et même si on pousse le concept encore plus loin, on présente le concept de sidechain, c'est-à-dire des blockchains sont connectés à d'autres blockchains qu'on appelle des mainnets. Et du coup, en fait, on a toute cette arborescence de blockchain comme en fait le tronc d'un arbre avec ses racines qui se séparent et c'est plusieurs arbres qui communiquent entre eux. Et vraiment, si on pousse encore le concept encore plus loin, c'est que chaque DApp qui existe sur une blockchain, en fait, deviendra à long terme sa propre blockchain ou sa propre sidechain, en fait. Et voilà, c'est pour vraiment le futur Internet. Pour l'instant, on a juste quelques blockchains qui communiquent les unes avec les autres. On a très peu de sidechains, mais sur le long terme, c'est comme ça que ressemblera l'Internet. Donc voilà, c'était pour les bases de la blockchain et du Web 3.0. J'étais obligé de vous présenter ça parce que du coup, quand je vais vous présenter l'économie du métaverse et en fait les building blocks de ce monde, et en fait, ils sont basés sur les concepts de la blockchain et du Web 3.0. Donc quand on fait des cas d'études, et on utilise ces éléments qui ont été créés pour analyser ce qui se passe. Donc, l'économie du métaverse. Alors déjà, donc, je vous présente ce que c'est le métaverse et comment ça fonctionne. Je voudrais vous présenter en fait l'inception de comment ce métaverse est apparu. Donc déjà, si on décompose l'étymologie du mot, métaverse est composé en fait de deux éléments, méta et verse. Méta, c'est un mot en grec pour dire au-delà ou plus, et verse, c'est un mot anglais pour dire univers, c'est une contraction. Donc pourquoi on utilise ces deux mots pour parler du métaverse, c'est que depuis l'histoire de l'humanité, l'être humain a toujours cherché à s'améliorer, d'aller au-delà de ses limites. Les Grecs, pour coloniser les pays d'à côté, cherchaient le moyen de développer des surhommes avec des entraînements pour améliorer leur nourriture. Et vraiment, c'était théorisé par Nietzsche le concept de Übermensch, comment aller au-delà. Alors du coup, pourquoi le mot méta, on parle de méta-humain, et pourquoi on a décidé de l'appliquer à verse? C'est que à partir des années 80-90, où il y avait vraiment l'explosion de l'Internet, on s'était dit, au lieu de simplement améliorer l'être humain, si on décidait d'améliorer l'univers dans lequel ils vivent. Donc la combinaison de méta et verse, c'est plus simplement aller au-delà des capacités de l'être humain, parce qu'on parle du surhomme, mais carrément d'améliorer l'univers qui nous entoure. Et donc il y avait plein de gens qui avaient théorisé cette définition sans jamais arriver en fait à mettre des mots là-dessus. Et la première apparition de ce mot, en fait, c'était dans le bouquin Snow Crash de Neil Stephenson en 1992, si je me rappelle bien, où il a vraiment posé ces deux mots, méta et verse. Donc on a enfin posé une définition sur ce concept qu'on essayait de définir avec l'arrivée de l'informatique. Et vraiment, où il y a la première manifestation de ce concept de métaverse, pas juste dans un bouquin de science-fiction, mais en thème réel, c'était avec l'apparition du jeu Second Life en 2003, où on avait décidé d'utiliser les moteurs de jeux 3D pour recréer une espèce d'univers, ça ressemblait un peu aux Sims, mais on pourrait voir notre vie virtuelle là-dedans. D'ailleurs, pour vous dire, la dernière mise à jour de Second Life, il y a eu moins de 6 mois, il y a eu une renaissance un peu de ce jeu avec l'apparition, le boom des cryptos de début 2021. Donc en fait, Second Life existe toujours. Donc voilà, on a vu un peu les bases de comment est apparu ce métaverse, et on a compris l'étymologie du mot. Donc on va pouvoir essayer de mettre une définition dessus. Alors, pour être honnête, on n'a pas encore de définition, définie du métaverse. Pas tout le monde est d'accord dans le monde de la crypto. Donc, je vais présenter deux définitions. Une définition que j'aime bien de Enrique Centurion, c'est un solution architect qui travaille chez HSBC à Hong Kong et il travaille aussi dans le cadre de la blockchain. Et je pense que c'est la meilleure définition que j'ai vue sur Internet. Mais aussi, après, je vais présenter ma propre définition. Donc, lui, il définit le métaverse comme une construction sociale qui tire parti du Web 3.0, blockchain des interfaces informatiques, où les individus construisent des coutumes, des habitudes et des valeurs.
et qui leur permet de passer du temps et de sociabiliser dans un monde virtuel en utilisant leur identité numérique, ou ce qu'on appelle aussi des avatars. Et le métaverse coexiste avec le monde réel. Alors, avec cette définition, moi, vraiment, je trouve que c'est une des meilleures que j'ai vues sur Internet et sur les forums. Mais il y a quelques points, je suis pas d'accord avec cette définition. C'est que Enrique Sentirio, même si je l'aime beaucoup, pose une hypothèse que ce métaverse se construit obligatoirement sur les interfaces du Web 3.0 et de la blockchain. Alors qu'en fait, le métaverse n'est pas forcément obligé de se construire là-dessus. Même si moi, personnellement, je désire qu'il se construise en utilisant cette technologie, parce que j'ai pas forcément envie qu'il se construise avec les technologies des GAFAM et centralisées dans leur serveur, euh, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Enfin, même si personnellement, ça pourrait être autrement, mais théoriquement, le métaverse pourrait être différent. Donc, si je donne un peu ma définition, moi personnellement, comment je le vois, déjà, ce n'est pas vraiment un endroit, mais c'est plus une évolution sociétale. Donc, j'appelle ça le point de bascule. L'interaction sociale, les transactions économiques qui existent seront à majorité numérique. Et du coup, en fait, nos vies coexisteront dans un écosystème non tangible en plus du monde réel. Bon, l'étymologie du mot méta, ça veut dire que c'est un écosystème non tangible qui est au-delà du monde réel. Et du coup, en fait, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un couplage intrinsèque entre le monde réel et le métaverse, et les deux s'influencent mutuellement. Et pourquoi moi j'ai décidé d'adopter une définition plus large en fait du métaverse, c'est que je vais vous faire un petit spoiler. En fait, le métaverse, c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans. En fait, il est un peu déjà là. Et pourquoi j'ai l'impression qu'il est déjà là? C'est que si on enlève les interfaces de la blockchain du Web 3.0, en fait, le Web 2.0 qui existe aujourd'hui, il offre les mêmes fonctionnalités. Sauf que, par exemple, on ne peut pas se posséder de nos données, on ne peut pas posséder nous-mêmes notre propre identité numérique. Parce que, vraiment, si on analyse d'un point de vue fondamental, aujourd'hui, si vous perdez accès à votre adresse mail Google, votre adresse Gmail, vous ne pouvez plus récupérer votre mot de passe, votre numéro de téléphone ou votre système de multifacteur authentification et que vous n'avez plus accès, en fait, vous n'avez plus accès à votre vie numérique, vous ne pouvez plus payer vos impôts, vous ne pouvez plus consulter vos messages, vous ne pouvez plus vous connecter sur toutes les applications, voire même vous ne pouvez plus vous connecter sur les applications du boulot. Et du coup, en fait, si on observe, notre vie est en grande partie numérique aujourd'hui. Et du coup, si on analyse les autres choses, du coup, Google pour tout ce qui est YouTube, le divertissement ou même les systèmes de paiement, Microsoft pour le travail, Visa et Mastercard pour les paiements bancaires, Facebook et Instagram pour la socialisation et LinkedIn pour le travail. Donc, et même Twitter pour avoir les news. Aujourd'hui, plein de boîtes aujourd'hui ont leur SAV sur Twitter, hein, pour non plus de forums ou de systèmes avec des formulaires web. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'avoir cette définition un peu plus large. Même si moi, personnellement, j'aimerais que la définition de Enrique soit celle qu'on adopte. Donc, ça veut dire qu'on n'est que des systèmes blockchain et Web 3.0. C'est pas forcément ce qui est en train d'être construit. Mais quand même, je tiens à vous rassurer, les systèmes de métaverse avec blockchain sont beaucoup plus avancés que ceux des GAFAM aujourd'hui. Donc, on peut sourire et se dire que il y a quand même du bon là-dedans. Donc, quand je présente ce métaverse, je vous avais dit au début de la présentation que au début, vous avez peut-être des attentes à ce que je vous présente quelque chose comme Ready Player One où il y aurait beaucoup de 3D. Le métaverse, pour moi, c'est pas ça, et c'est pas du tout ce qui est en train d'être construit dans l'écosystème des blockchains et des crypto-monnaies. C'est quelque chose qui est radicalement différent, et la 3D et ce qu'on appelle la extended reality, c'est une des parties qui existent. Donc, les Américains, eux, ils n'aiment pas forcément employer des mots en latin, méta et verse. Eux, ils sont très pragmatiques. Ils parlent de extended reality pour dire au-delà. Donc, cette extended reality, ça combine en fait trois éléments de base, ce qu'on appelle la réalité virtuelle ou virtual reality. Si on met un casque de réalité virtuelle et on est dans un monde complètement différent du monde réel. Ensuite, la réalité augmentée, où c'est l'exemple le plus probant, c'est Pokémon Go, où juste vous avez une juxtaposition du vrai monde et une interface avec les Pokéballs sur Pokémon Go, qui est apparu en 2016 et qui était fait en collaboration avec Google. Mais il y a aussi un autre concept qui s'appelle la mixed reality. Alors, la réalité mixée, c'est en fait une amélioration de la réalité augmentée, ou simplement de superposer des images ou des flux vidéo sur un affichage du monde réel. C'est que en fait, les algorithmes prennent en compte l'existence même de ce monde réel. Ça veut dire que quand on imagine l'ancien ballon de basket ou une Pokéball, en fait, si on joue, et ben, la Pokéball va pas seulement tomber sur le Pokémon, elle va, par exemple, rebondir sur une table ou sur une vitre. Voilà, pour vous donner l'exemple. Et donc, cette réalité étendue, ça, c'est seulement si on parle d'un point de vue interface, mais si on rajoute des concepts de la blockchain de base, ben
tout le principe de protocole, d'assets avec les NFT et de monde dans lequel ils nous entourent. Donc, vraiment, si on se concentre uniquement sur la 3D en mode Ready Player One, on manque toute une partie qui est aujourd'hui en train d'être construite. Et j'ai vu qu'il y a une question dans le chat. Si vous voulez, je répondrai. Pourquoi opposer le monde réel et métaverse? Le métaverse ferait pas partie du monde qui était parlé. Bah, c'est ce que je disais par un méta. Métaverse, c'est une construction au-delà, c'est-à-dire en étant. Méta, c'est méta-humain, ça veut dire surhomme qui est au-delà de lui-même. Du coup, oui, c'est une extension, comme je l'avais dit. Du coup, la pyramide du métaverse. Alors, du coup, je vais présenter un peu les éléments, les briques sur lesquelles on construise. Et là, c'est plus un framework. La plupart des gens qui construisent le métaverse sont mis d'accord pour dire comment chaque projet métaverse se situe là-dedans. Donc, il y a 5 couches. On parle de network, de protocole et de Web 3.0. C'est en fait la couche de base. En général, on parle souvent d'une blockchain. Et ensuite, on parle d'un token de gouvernance, comment on arrive à se gouverner au sein de ce métaverse. Et du coup, on utilise beaucoup le principe de token. Ensuite, du monde et de Decentralized Autonomous Organization. Et ensuite, des assets qui existent, donc avec les NFT. Et tout en haut, le personnel. Et là, on parle principalement d'identité numérique. Donc, juste avant que je vous présente, je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait la couche de base avec les networks et le Web 3.0. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais vous présenter le principe de governance token ou le token de gouvernance. Alors, avant de vous dire parler ce que c'est un gouvernance token, je dois vous parler d'une différence fondamentale qui est la différence entre coin et token. Alors, la différence, c'est que un coin, c'est la crypto-monnaie qui existe sur une blockchain, par exemple comme Bitcoin, Ethereum ou Solana. Et un token, en fait, est un smart contract qui vit sur une blockchain et qui émule les propriétés d'une crypto-monnaie déjà existante. Alors, vous me dites, ça sert à quoi de créer un token par-dessus la blockchain Ethereum? En fait, il y a plein d'utilités, dont ce token de gouvernance, qui nous permet d'ajouter des règles supplémentaires qui n'existent pas forcément avec la crypto-monnaie de base. Donc, il y a des coins comme Ethereum, Solana, et par-dessus, on vient recréer des nouveaux tokens dont la valeur est décorrélée en fait par rapport à Ethereum et qui rajoutent des fonctionnalités qui n'existent pas forcément sur Ethereum de base. Donc, on parle souvent de ce smart contract, ce standard de ce token, on parle souvent de ERC20. C'est pas pour vous omnibuler avec des termes compliqués et des chiffres, c'est juste pour vous dire que ce concept, vous allez beaucoup retrouver dans le métaverse. Et aussi de ERC 1555, qui en fait, on a mis dans le même smart contract les tokens et les NFT, juste pour simplifier les coûts de gaz, c'est-à-dire les coûts pour faire fonctionner cette blockchain, parce que ça coûte cher de faire des smart contracts, donc on essaye un peu d'optimiser. Et dès que vous pensez 1155, pensez NFT plus ERC20 en fait. Donc, ensuite, une fois qu'on a créé ce token de gouvernance, on crée ce qu'on appelle une DAO, une Decentralized Autonomous Organization. Donc, en fait, c'est une organisation comme une entreprise ou une NGO, mais qui est décentralisée, où il n'y a pas de leadership top-down. Et du coup, ce token de gouvernance permet d'avoir une trésorerie commune et transparente. Et en général, ces DAO sont hébergés sur une blockchain. Donc, c'est un ou une multitude de smart contracts qui permet d'avoir des règles métiers définies. Mais par exemple, si on pousse plus loin dans le futur, une DAO n'est pas obligée d'être son smart contract, mais va être sa propre blockchain ou sidechain dans le futur pour utiliser la sécurité d'un mainnet. C'est vraiment, si on veut optimiser, on crée une blockchain à côté de Ethereum qui est reliée via de la cryptographie. Mais pour l'instant, c'est surtout des smart contracts. Et je vous montrerai que dans les exemples, c'est surtout des smart contracts aujourd'hui. Donc, les DAO sont principalement ce qu'on appelle la couche numéro 2, parce que la couche numéro 1, c'est des réseaux comme Bitcoin, Ethereum, Solana. Donc, dans ces DAO, on parle de crypto-gouvernance, et c'est une façon de gouverner qui est différente comme on gouverne un pays ou une entreprise. C'est parce que c'est une gouvernance communautaire. Il y avait les Grecs qui avaient essayé de faire une espèce de pseudo-démocratie où il y avait que ce qu'on appelait les citoyens qui pouvaient voter et décider de la gouvernance. Là, c'est une gouvernance où chaque acteur du réseau, ce qu'on appelle les stakeholders, a son mot à dire avec plus ou moins d'impact sur le comportement de l'organisation. Donc, il y a deux façons de gouverner qui sont pas mutuellement exclusives. En fait, c'est un modèle hybride la plupart du temps qui existe. On parle de gouvernance on-chain et de gouvernance off-chain. La gouvernance on-chain, c'est comment du coup on interagit avec les smart contracts pour décider de ce qui se passe dans l'organisation. Et off-chain, c'est en dehors. Donc, par exemple, ça peut être des interactions sur les forums ou sur GitHub. Donc, je vois une question. Quelle est pour toi la différence d'ownership entre les coins, les tokens, les monnaies classiques, euro-dollar pour les utilisateurs? Alors, je réponds très rapidement à la question pour ne pas perdre du temps sur la conférence. C'est que en fait, l'ownership, contrairement à un dollar ou un euro, en fait, on ne possède pas la monnaie. C'est ce qu'on appelle un État souverain. Donc, on parle souvent de monnaie souveraine. C'est un État, ce qu'on appelle les États-nations ou les empires,
qui possède en fait la monnaie. Le citoyen n'a aucun droit sur cette monnaie. Alors que les tokens ou les coins, c'est le citoyen qui possède, ou en tout cas celui qui a son wallet, et ça, c'est sécurisé grâce au principe de cryptographie de signature numérique, voilà, pour répondre à ta question. Alors qu'en fait, juste un coin, c'est l'État souverain ou une banque centrale qui forge ça, et c'est eux qui possèdent les droits d'utilisation et de réglementation de la monnaie. Alors là, aujourd'hui, c'est la cryptographie qui nous protège avec les coins et les tokens. Bon, là, pour revenir sur la présentation, donc, je vous présente un concept qui s'appelle le financement quadratique. Enfin, je ne vais pas vous dire en détail ce que c'est, si vous pouvez regarder ça dans votre temps libre. En gros, les DAO utilisent surtout ce mode de financement pour gérer en fait les trésoreries des fonds publics. C'est en méthodologie de comment savoir les biens, ce qu'on investit dans quel bien commun, dans quel projet d'infrastructure, et la plupart des DAO utilisent ces méthodes de financement. Donc, parce qu'il y a une trésorerie communautaire, et du coup, c'est ce framework qu'on utilise. Et du coup, pourquoi on adopte un coin ou un token pour gouverner une DAO? Tout simplement parce qu'il y a en économie ce qu'on appelle, quand il n'y a pas d'introduction de principe de régulation d'offre et de la demande sur des biens publics, et ben on a ce qui s'appelle la tragedy of the commons, ou aussi, pour le dire un peu plus virgulement, ce qu'on appelle les toilettes publiques. C'est-à-dire, dès que personne en fait ne possède rien et qu'il n'y a pas de régulation, d'arbitrage automatique est fait, ben, en fait les biens publics se dégradent. Donc toute DAO qui a essayé d'avoir une gouvernance commune sans avoir de token sont complètement effondrés en fait sur la blockchain. Donc c'est que les DAO qui ont eu des tokens de gouvernance qui ont survécu. Donc après il y a le framework de différence, c'est livré en stakeholders. Dans les deux, il y a ce qu'on appelle les holders du token ou du coin, les développeurs, pour les deux, pour un coin, pour un token, mais la différence sur un coin, c'est les mineurs qui entretiennent le réseau, qui fait que le réseau est une valeur d'être utilisé. Et pour les DAO, on ne parle pas de mineurs, mais on parle de validators, ceux qui vérifient que les données mises ou qui sortent de la DAO sont de qualité. Donc, par exemple, un exemple avec Polkadot, c'est pas pour vous expliquer en détail comment marche Polkadot, mais vous regardez les holders, ceux qui possèdent les tokens, ils décident des lois qui seront votées. Ils peuvent proposer des solutions, ils peuvent voter, ils peuvent élire des conseillers. Voilà, c'est pas pour m'attarder parce que j'ai déjà bien un peu dépassé sur ma timeline, mais vous pourrez regarder une rediffusion de comment marche Polkadot, et c'est vraiment une structure très intéressante parce que c'est une des structures de gouvernance les plus décentralisées avec Cardano qui existe aujourd'hui. Enfin, le master de la décentralisation, ça reste Bitcoin, mais parmi les DAO qui proposent des smart contracts et d'autres produits que l'échange monétaire, c'est Polkadot aujourd'hui qui est un exemple. Donc, on arrive à l'avant-dernière stade de la pyramide du métaverse, c'est le principe du NFT. Un NFT, ça veut dire token non fongible. Alors, pourquoi on appelle ça token non fongible et pas token tout court? C'est parce que la différence entre un Bitcoin vaudra toujours un autre Bitcoin, les deux sont interchangeables. Pareil pour un dollar vaudra toujours un autre dollar. Alors qu'un token non fongible, un singe, par exemple, les singes que vous voyez, les JPEG, n'est pas égal à un autre singe. Donc, ils ne sont pas interchangeables. Chacun a sa propre valeur. Pourtant, c'est le même standard. Donc, on appelle ça token non fongible. Et dans la communauté, enfin, il n'y a pas de traduction en français, on appelle ça des crypto-assets. Et en général, ces crypto-assets, on leur a donné ce nom parce qu'ils sont stockés sur une blockchain. On n'appellera pas de crypto-assets si c'est stocké dans une base de données centralisée du gouvernement ou d'une institution chez Google. Voilà. Donc, une identification unique, vu que c'est non fongible. Un singe n'est pas égal à un autre singe. Ça peut pas être divisé, ça peut pas être copié. C'est ça qui fait l'intérêt des NFT. Donc, pour les standards, on parle souvent de ERC 721. C'est pas nouveau pour étaler ma science que je connais ces standards, mais c'est le nom que vous retrouvez tout le temps. C'est aujourd'hui les standards de l'industrie, enfin des assets numériques. Et aussi, vous retrouvez de temps en temps le 777, qui est une amélioration de 721, mais c'est surtout le 721 qui est omniprésent. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 1155, on combine dans le même smart contract, en fait, un ERC20 et un ERC 721. C'est juste pour des conveniences et simplifier la vie. Donc, différents NFT qui existent. Il y a des collections avec, vous avez vu, les Bored Ape, les singes un peu rigolos, les CryptoKitties, qui était la première collection qui arrivait. Et aussi, enfin, il y a un débat, est-ce que c'est les CryptoKitties ou les Rares PP qui étaient la première collection NFT. Et voilà, enfin, il y a des débats, pas pour dire. Il y a aussi les Mibit, il y a les CryptoPunks. Enfin voilà, le but c'est pas faire une présentation exhaustive de ces collections de JPEG, de PNG, mais pour vous dire, il existe ça, et c'est avec ça que les NFT ont commencé. Mais aujourd'hui, les NFT, c'est beaucoup plus d'autres choses que de simples JPEG. Il y a des musiques, dont par exemple l'ex-femme de Elon Musk, Grimes, qui avait vendu ses musiques en NFT, Steve Aoki, John Diablo, enfin, pas pour faire une liste exhaustive, mais aujourd'hui plein d'artistes vendent leur musique en NFT, et dont un qui est plus connu, qui est à fond là-dedans, c'est Snoop Dogg aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il vend aussi beaucoup. Mais les NFT, c'est pas seulement du contenu numérique, il y a aussi des assets du vrai monde. On peut imaginer avoir le cadastre sur la blockchain, par exemple avoir des parcelles de terrain ou des maisons ou des immeubles. D'ailleurs, c'était il y a une semaine, il y a une maison dans
dans la Caroline du Nord qui s'est vendue sous forme de NFT. Il y a une agence immobilière qui a décidé de vendre ses maisons sous forme de NFT. Et, enfin, c'était pas la première, ça existe depuis longtemps, mais j'ai encore entendu ça la semaine dernière. Et donc, pas seulement des maisons, des véhicules, des arts, des items collectibles et des actions et des obligations. Donc, par exemple, si vous allez sur le site de trading FTX, vous pouvez acheter des actions de Google, de Tesla ou de Pfizer sous forme de NFT. Donc, c'est un médium d'échange intéressant. Et par exemple, pour les items collectibles, vous pouvez imaginer acheter des sacs à main sous forme de NFT, ou par exemple, un de mes collègues à moi chez IBM, un de ses anciens collègues dans l'université où il travaillait, il faisait un proof of concept de vendre des bouteilles de vin ultra chères sous forme de NFT. Et pourquoi vendre ça? C'est que dans ce NFT, ils avaient apporté une petite modification où ils encodaient la molécule de vin. Donc ça, si on veut tester si le vin est de qualité et qu'on ne s'est pas fait tromper sur la marchandise, et on a juste regardé le contenu des NFT ou d'avoir une base de données centralisée en fait. Donc voilà les cas d'usage, mais pas seulement en fait des assets du vrai monde. On peut imaginer vendre des tickets de concert, votre abonnement Netflix sous forme de NFT, ou un diplôme, ou un brevet, ou le trademark L'Oréal pour être sous forme de NFT. Et par exemple, il y a les noms de domaine, si vous allez sur OpenSea, le plus grand marketplace de NFT, vous pouvez acheter des noms de domaine sous forme de NFT, ou des documents légaux, mais aussi un exemple qui est tout à fait utilisable, c'est pour l'identité numérique. Alors ça, on arrive sur la dernière pyramide du métaverse avec l'identité numérique, mais j'en parlais juste après. Et un autre exemple, je pense que c'est là où le métaverse est en train d'être bêta-testé, c'est pour la gamify. Ça veut dire tous les assets d'un jeu vidéo sont sous forme de NFT. Donc les items, les skins et les parcelles de terrain. Alors quel intérêt de faire ça? C'est qu'avoir des items dans un jeu vidéo sur un serveur centralisé, ben, on peut être banni ou le serveur peut tomber en rade. Alors que si on a des items sous forme de NFT, on peut aller sur un autre serveur et ensuite garder ses assets. Pareil pour les skins, si vous avez acheté un skin sur Call of Duty ou un autre jeu vidéo, ça peut être transmis sur Minecraft, Fortnite, je sais pas quel jeu vous jouez. On peut imaginer ça. Ou des parcelles de terrain sur un jeu vidéo. Donc aussi les NFT peuvent être utilisés pour faire l'identité numérique. Et la dernière étape de la pyramide du métaverse. Donc on a ce qu'on appelle les soulbound tokens et les self-sovereign identity. C'est un domaine pour l'instant où j'ai pas beaucoup d'exemples, il n'y a pas beaucoup de cas d'usage parce qu'on commence à peine à travailler dessus. Mais pour vous dire, voilà, il y a ces deux éléments qui existent. Donc voilà, je commence un petit peu à dépasser, mais j'ai bientôt fini la conférence. Là, j'ai fini un peu de présenter. Là, c'était très dense. La première partie, je vous ai présenté d'un plus technique, technologique du métaverse. Deuxième partie, c'était vraiment en fait des concepts économiques et transactionnels qui existent. Donc là, je ne sais pas beaucoup de parler de 3D, mais je suis désolé si vous attendez à ça. Alors bon, vu que j'ai quand même pensé à vous, que je pense que la plupart d'entre vous s'attendaient à la 3D, donc dans mes cas d'usage, j'ai quand même mis quelques exemples où il y a de la 3D. Donc le premier exemple où je veux montrer, c'est Decentraland. Donc c'est une DAO qui existe sur Ethereum. Et en fait, j'utilise cette DAO pour créer un monde en 3D dans lequel on peut se balader. Soit on utilise simplement avec un écran clavier souris, on peut mettre un casque de VR aussi. Et dans ce monde, on peut évoluer. Et en fait, ça ressemble un peu à Second Life. On peut créer sa vie numérique, interagir, avoir ses propriétés privées. Donc là, je vous ai présenté mes périmètres du métaverse. C'est pas juste pour rien pour étaler en fait ma science. C'est vraiment un outil pour analyser chaque projet crypto et métaverse. Donc si on pose en fait le projet Decentraland sur la pyramide du métaverse, ça a été construit sur la blockchain Ethereum avec les smart contracts ERC 1155 pour à la fois avoir les NFT et le token Mana. Du coup, le Mana, c'est le token de gouvernance qu'on utilise pour réglementer les transactions au sein de cette organisation. Et en plus, non seulement on a des tokens pour gouverner les interactions, mais on utilise le principe de NFT pour posséder des parcelles de terrain. Ça veut dire que pas juste seulement on évolue dans un monde numérique, on se balade avec des maisons ou des parcelles de terrain, c'est dire qu'on peut les posséder. Et donc on possède ces éléments sous forme de NFT en fait. Et pas que seulement des parcelles de terrain, on peut posséder des gants, des bonnets, des t-shirts, enfin, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire sur ce monde virtuel. Deuxième exemple, et cet exemple qui est vraiment intéressant parce que c'est The Sandbox qui est un peu un Minecraft-like. Et autre chose que je pense que vous allez aimer, c'est qu'en fait, c'est fait par un studio français qui est basé à Lyon. Donc, oui, Cocorico, les Français font plein de trucs dans la blockchain. Et du coup, si on positionne en fait The Sandbox sur l'échelle de pyramide, c'est pareil sur Ethereum ERC15 à 55. C'est le token Sand, aussi des parcelles de terrain sous forme de NFT. Et pareil, des assets, on possède des bonnets, des armes, enfin plein de choses. Ensuite, un autre exemple qui est, je trouve, assez intéressant, parce que là, du coup, il n'y a pas de 3D, et là, vraiment, ça rentre un peu dans la définition que j'ai, que le Metaverse n'est pas forcément un monde en 3D, c'est une interaction aussi avec le vrai monde. Donc, si on présente un peu les Bored Apes, c'est-à-dire qu'il y a tout un métaverse qui se crée autour en fait, de ces singes un peu rigolos. Alors, ça n'a pas commencé de façon traditionnelle en créant un smart contract de DAO et ensuite on évolue vers des assets.
c'est que ça a commencé déjà, c'était en 2017 ou 2018 que ces singes sont apparus, c'est simplement des NFT. Donc c'était juste un pauvre concept pour vendre ces singes rigolos. Mais petit à petit, il y a toute une communauté qui s'est formée et on s'est dit, cette communauté, ça commence à devenir un peu le bazar et ce serait bien un peu de formaliser ça en créant vraiment une vraie DAO sur Ethereum. Donc, après l'apparition des Bored Ape, on a décidé de créer un ERC20, du coup, ce token de gouvernance qu'on appelle le Ape Token. Et avec ce token de gouvernance, on a commencé à créer des mondes virtuels. Alors, j'appelle ça le Apeland parce qu'en fait, le studio du coup des Bored Ape est en train de créer un monde en 3D, mais aussi en parallèle un système où le métavers s'étend dans le vrai monde. Donc, par exemple, il y a des soirées privées où vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas de NFT Bored Ape. Et en fait, c'est un concept qui est vraiment intéressant. On voit que le métaverse influence sur le vrai monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à des endroits physiques si vous ne possédez pas des éléments sur la blockchain Ethereum. Et genre, en fait, vous ne pouvez vraiment pas y rentrer, on ne vous laisse pas rentrer. Parce que c'est des clubs privés. Donc, on voit vraiment qu'en fait, ce métaverse, c'est pas seulement un monde qui existe et qui n'interagit pas avec le vrai monde, c'est une extension du vrai monde où les deux parties de ce monde, en fait, du métaverse s'influencent mutuellement. Donc, notre personnage évolue soit dans le monde en 3D qu'ils sont en train de créer avec un casque de réalité virtuelle ou dans le monde physique. Donc, et puis, enfin, j'ai présenté qu'on ne pouvait pas accéder à certains endroits du vrai monde, mais même bientôt, les NFT peuvent être utilisés pour ne pas accéder à certains sites web. Par exemple, votre abonnement Netflix, si vous n'avez pas le NFT Netflix, vous ne pouvez pas accéder à votre le site web Netflix ou l'application Android Netflix. Et donc, le dernier exemple, et j'ai bientôt fini la conférence, c'est ce qu'on appelle MakerDAO. C'est une DAO qui est purement financière. C'est pour ça que j'ai pas posé en fait la pyramide du métaverse parce qu'il manque plein d'échelles. Mais ces échelles, on n'a pas besoin parce que c'est surtout une organisation financière. Donc, c'est ce qu'on appelle créer un stablecoin. Un stablecoin, c'est un crypto-asset qui reste toujours payé à une valeur. Ici, là, c'est le dollar, mais vous pouvez générer l'euro, le yen ou l'or ou l'argent, le métal. Là, ici, c'est le dollar. Et du coup, il y a toute une organisation décentralisée qui se met en place pour gérer une espèce de mini-banque centrale du dollar. Et du coup, ils utilisent plusieurs crypto-assets pour gérer en fait ce stablecoin. D'ailleurs, dans la trésorerie, il y a ce qu'on appelle un des plus grands stablecoins qui s'appelle USDC, qui est géré par l'entreprise Cycle et les fonds sont gérés par BlackRock, un des plus grands hedge funds d'investissement. Pour dire, les institutions sont vraiment à fond dans ce métaverse. Et aussi un autre exemple pour votre culture générale, c'est le WBTC que vous voyez sur la gauche, à 10,8%. C'est que quand je parlais d'interopérabilité, c'est pas juste dans le futur, c'est maintenant. C'est-à-dire que 1% des bitcoins qui existent et existeront vivent déjà sur la blockchain Ethereum. Je répète pour que vous compreniez, 1% de tous les bitcoins en existence aujourd'hui ne vivent pas sur la blockchain Bitcoin, mais vivent sur la blockchain Ethereum. Voilà pour vous dire à quel point en fait le monde de la blockchain, il y a une énorme interopérabilité et c'est pas juste dans le futur, c'est maintenant en fait. Voilà, c'est un petit exemple pour vous illustrer mon point. Donc voilà, et le dernier exemple que je vais vous présenter, on est bientôt fini, c'est un petit exercice de pensée que je trouvais rigolo, ce serait faire un peu la décentralisée autonome organisation de Extia, donc on peut appeler la Extia DAO. Donc on pourrait imaginer qu'il pourrait être construit sur une blockchain comme Solana, Ethereum, et alors ce propre token de gouvernance, le dollar Extia, avec plusieurs règles métiers sur les smart contracts. Et on pourrait imaginer qu'il pourrait avoir des assets numériques, oui ou non, avoir des NFT, des brevets, la vente d'un consultant à une boîte, ça passe sous forme de NFT, on n'en sait rien si Exia voudrait faire ça dans le futur. Et du coup, quand je vais parler tout à l'heure de validateurs de la blockchain, du coup, ces validateurs, ça pourrait être les gestionnaires, les commerciaux, les consultants, qui vient amener et un peu sélectionner les données qu'on met dans cette DAO pour se coordonner. Donc, c'est un exercice de pensée si Exia veut créer son propre token dans le futur et sa propre DAO. Mais voilà, c'est un exercice amusant à penser. Donc, voilà, je vous ai fini de vous présenter un peu les bases du métaverse. On a vu dans un premier temps en fait les outils sur lesquels elle se construit, du coup la blockchain, la décentralisation, les smart contracts et le Web3, qui est en fait l'interface avec lesquels on interagit avec cet écosystème blockchain. On a vu les bases du métaverse avec la pyramide, c'est vraiment un concept important que je voudrais que vous reteniez. Et dedans, on a vu le concept de token qui est différent du coin, les DAO et les NFT. Et du coup, on a vu quelques exemples avec Decentraland, The Sandbox, les Bored Ape, MakerDAO et un exercice de pensée amusant avec Extia. Donc voilà, c'était la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Je pense que vous avez le cerveau qui fume. Donc vraiment, je tiens à vous dire bravo pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la présentation. Et du coup, j'imagine qu'il y a peut-être des incompréhensions ou même des questions de curiosité. Et je serais ravi de répondre à vos questions dans le chat.